Avec la carte Platinum American Express, le voyage commence bien avant l'embarquement. Accédez à 1550 salons d'aéroports dans le monde pour un moment de calme et de détente avant le départ. À destination, prolongez l'expérience dans plus de 1800 hôtels et resorts d'exception avec le départ tardif garanti jusqu'à 16h. Quand chaque détail transforme votre voyage en expérience à part. C'est ça, avoir American Express toujours à vos côtés. Découvrez tous les avantages de la carte Platinum et leurs conditions sur americanexpress.fr/platinum. Madame Figaro. Dans la première partie de ce double épisode sur Michael Jackson, que je vous invite à écouter si ce n'est pas encore fait, j'ai replongé dans son enfance, vécue sous la violence d'un père et dans une grande solitude. Je vous ai parlé des doutes qui planaient très tôt sur sa sexualité. On le voyait s'afficher avec des femmes, beaucoup plus jeunes que lui, mais personne n'y croyait vraiment, pas même elle. Et puis j'ai raconté comment Michael Jackson avait commencé à attirer autour de lui de très jeunes garçons. Emmanuel Lewis, James Safechuck et enfin Jordan Chandler, 13 ans, qui a été le premier à briser le silence. Il y a des affaires où l'on se demande comment personne n'a rien vu. Avec Michael Jackson, le problème, c'est que tout le monde a tout vu et que presque personne n'a parlé. Pourquoi les accusations de 1993 n'ont-elles pas suffi à entamer son impunité ? Pourquoi a-t-il fallu attendre sa mort pour que la vérité commence, peut-être, à émerger ? Cet épisode contient des descriptions explicites de violences sexuelles impliquant des mineurs. Assurez-vous de l'écouter dans de bonnes conditions. Je suis Marion Galli-Ramuno. Bienvenue dans Scandale. They say it seems like Angelina was planning this divorce for a while. I have no idea what you're talking about. More accusers of Epstein have come forward since the weekend. So many people around Britney are controlling her money. Did you make Kate cry? No. Brittany, can we do a quick picture with you? Dans l'épisode précédent, on s'était quitté sur l'accusation de Jordan Chandler, l'adolescent de 13 ans que Michael Jackson a rencontré lors d'une panne de voiture et dont il était devenu très proche, trop proche. Le 17 août 1993, alors qu'ils se connaissent depuis quelques mois, Jordan Chandler révèle avoir été agressé sexuellement par Michael Jackson devant un psychiatre. Dès le lendemain, le 18 août, Jordan réitère ses accusations au commissariat et le département de police de Los Angeles ouvre une enquête sur Michael Jackson. Diane Diamond est une journaliste américaine qui a couvert l'affaire Jackson du début à la fin. Eh bien, c'était une affaire très délicate, comme vous pouvez l'imaginer. La police enquêtait sur une superstar, bon sang. Mais quand j'ai compris pour la première fois que la police était intervenue simultanément dans l'appartement de Michael Jackson à Los Angeles et dans son ranch situé à une centaine de kilomètres de là, j'ai su qu'il devait disposer d'un mandat signé par un juge. Et n'importe quel juge de Los Angeles, près d'Hollywood, aurait pris grand soin de s'assurer de l'existence de preuves solides avant de délivrer un tel mandat. Je savais donc qu'un juge avait dû estimer qu'il y avait de quoi agir. Et il a donc délivré ses mandats, et il y avait une vidéo montrant des policiers avec de grandes boîtes, transportant des boîtes marquées preuves. Il les sortait de l'appartement. Le principal objectif de la police alors, trouver des preuves bien sûr, mais aussi identifier d'autres enfants avec lesquels le chanteur aurait pu avoir un comportement inapproprié. La presse locale est sur les dents. Les avocats des deux parties s'entretuent. Michael Jackson, lui, s'est envolé. Il est parti pour Bangkok, où sa deuxième tournée pour l'album Dangerous débute le 24 août. Le 24 août, jour où les accusations deviennent publiques et que les télés du monde entier sont en boucle. Ce soir, une enquête policière à l'encontre de Michael Jackson sur les accusations d'abus sexuels sur un jeune garçon. La star de la pop, Michael Jackson, fait l'objet d'une enquête pour des faits présumés d'abus sur mineurs. Mais à Bangkok, les fans sont hystériques à l'arrivée de leur idole sur scène, comme si de rien n'était. Dans les déclarations détaillées de Jordan Chandler, faites à la police et à ses avocats, et qui ne fuiteront que bien plus tard dans la presse, il affirme que les attouchements sexuels ont commencé à Neverland en avril 1993. Il dit que ça a débuté par des câlins et des baisers. Il raconte
Au fil du temps, Michael a commencé à m'embrasser sur la bouche. Une fois, alors qu'il m'embrassait, il a mis sa langue dans ma bouche. Je lui ai dit « Arrête ça !» Il s'est mis à pleurer. Jordan Chandler affirme que la situation a vraiment dégénéré le mois suivant aux World Music Awards de Monaco. Dans le rapport des services de protection de l'enfance, on peut lire « Monsieur Jackson a forcé Jordan à prendre un bain avec lui. Puis, alors qu'ils étaient allongés côte à côte dans le lit, Monsieur Jackson a glissé sa main sous le short du mineur et l'a masturbé jusqu'à ce qu'il atteigne l'orgasme. Monsieur Jackson a ensuite commencé à avaler le sperme du mineur, puis à le masturber avec sa bouche. » Dans ses déclarations, Jordan Chandler décrit très précisément le sexe de Michael Jackson, évoquant des taches plus claires par endroits, probablement liées à son vitiligo, et une tache particulière, plus sombre, dont il indique l'emplacement sur la partie inférieure du pénis de la star. En guise de défense, les avocats de Michael Jackson demandent à 2 jeunes garçons, Brett Barnes, 13 ans, et Wade Robson, 10 ans, présentés comme 2 amis de la star, de raconter leur expérience. Écoutez Wade Robson sur CNN. Qu'as-tu ressenti lorsque tu as appris qu'un garçon affirmait que Michael avait abusé de lui? J'ai moi aussi été sous le choc et je trouve ça révoltant car je connais assez Michael pour savoir qu'il ne ferait jamais une chose pareille, j'en suis certain. Et ici, Brett Barnes. Quand vous organisiez des soirées pyjama et que vous dormiez dans la même chambre ou dans le même lit, cela te semblait-il inhabituel? Non, parce que je dormais d'un côté du lit et lui de l'autre, et c'était tout. L'avocat principal de Michael Jackson, la star du barreau hollywoodien Bert Fields, tente lui cette déclaration. Michael n'a jamais eu d'enfance. Il était sur scène dès l'âge de 5 ans et même s'il est très intelligent, il a beaucoup de traits enfantins. Il vit vraiment comme un garçon de 12 ans. Mais ça ne va pas suffire. Le 14 septembre, l'affaire est déposée devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles. Elle porte sur des accusations d'agression sexuelle, de coups et blessures, de séduction, de faute intentionnelle, d'infliction volontaire de détresse émotionnelle, de fraude et de négligence. Michael Jackson, lui, est toujours muet. Dans leurs efforts pour trouver d'autres victimes potentielles, les enquêteurs interrogent début novembre un certain Jason Francia, le fils de 13 ans de l'ancienne femme de ménage du chanteur à Neverland. Au fil de ses entretiens, il finit par décrire une agression sexuelle, et plus précisément des attouchements sous couvert de chatouilles. Quelques jours plus tard, on apprend que Michael Jackson a soudainement quitté le Mexique, où il était pour quelques dates de concert, direction l'Europe, où il est pris en charge pour une addiction aux antalgiques dans un centre de désintoxication. Il annonce brutalement l'annulation du reste de sa tournée. Le 8 décembre, LaToya Jackson, la sœur aînée de Michael Jackson, celle dont il a toujours été le plus proche, tient une conférence de presse à Tel Aviv, au cours de laquelle elle dénonce son frère aux yeux de tous. C'est très difficile pour moi d'accepter que Michael soit mon frère. Je l'aime énormément, mais je ne peux pas, et je ne veux pas, être une complice silencieuse de ces crimes contre de petits enfants innocents. J'ai vu des chèques libellés au nom des parents de ces enfants, mais j'ai vu ces chèques et je les ai vus par l'intermédiaire de ma mère. Elle m'a montré ces chèques que Michael avait rédigés à l'intention de ses enfants, et les montants sont considérables, et je ne parle pas de quelques centimes. Elle interpelle ensuite les hommes dans la salle, avec plus de virulence cette fois. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Réfléchissez une seconde et dites-moi. Quel homme de 35 ans prendrait un petit garçon pour rester avec lui pendant 30 jours, puis prendrait un autre garçon pour rester avec lui pendant 5 jours dans une chambre sans jamais en sortir? Combien d'entre vous ont 35 ans? Combien y a-t-il d'hommes ici? Combien d'entre vous prendraient de petits-enfants pour faire ça? Le reste du clan Jackson, et en particulier les parents, adoptent alors une ligne inverse. Ils défendent Michael et disqualifient les propos de LaToya. Le 20 décembre 1993, alors qu'il est de retour depuis peu aux États-Unis, Michael Jackson est contraint à une fouille corporelle en vertu d'un mandat obtenu par le parquet. Des photos de son corps nu sont destinées à être comparées à la description fournie par Jordan Chandler. Et concordantes, elles le sont. Les taches sont bien aux endroits indiqués par l'adolescent. Selon les enquêteurs, la tache plus sombre est également bien visible sur la partie inférieure de son pénis. Ils précisent que cette tache est visible seulement dans 2 circonstances spécifiques.
quand on soulève le pénis de Michael Jackson pour regarder dessous ou quand il est en érection. Il y a seulement un détail qui sème le doute. Jordan Chandler, qui est de culture juive, décrit un pénis circoncis dans ses déclarations, alors qu'il ne l'est pas. Ce à quoi les défenseurs de Michael Jackson vont se raccrocher longtemps, estimant que Chandler n'a jamais vu le sexe du chanteur. 2 jours plus tard, le 22 décembre, Michael Jackson prend la parole pour la première fois depuis le début de l'affaire. Dans une déclaration vidéo préenregistrée, il clame son innocence. Sur les images de sa prise de parole, il a la peau très pâle, ce désormais tout petit nez et de l'eyeliner autour des yeux. Ne me traitez pas comme un criminel, car je suis innocent. J'ai été contraint de me soumettre à un examen déshumanisant et humiliant, mené par le département du shérif du comté de Santa Barbara et le département de police de Los Angeles au début de cette semaine. Ils avaient un mandat de perquisition contre moi qui leur a permis d'examiner et de photographier mon corps, y compris mon pénis, mes fesses, le bas de mon torse, mes cuisses et toute autre partie de mon corps qu'ils souhaitaient. À ce moment-là, malgré l'accusation de Jordan Chandler, de Jason Francia et cette marque sur les parties intimes de la star qui concordait avec les déclarations de Jordan, aucun mandat d'arrêt n'est prononcé. Officiellement, il n'y a pas assez de preuves pour justifier une inculpation pénale solide. Diane Diamond. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allait-il être arrêté? Y aura-t-il un grand jury? Y aura-t-il un procès? Que se passera-t-il ensuite? Et avant même que quiconque ne s'en rende compte, la famille Chandler avait accepté un règlement financier et refusé de parler davantage à la police. Jordie Chandler a reçu 15,5 millions de dollars, payables en versements échelonnés. Et tu reçois le versement suivant si tu gardes le silence sur ce qui s'est réellement passé. Ses parents ont reçu chacun 1,5 million de dollars. Les honoraires de son avocat, environ 5 millions de dollars, ont été entièrement pris en charge par la succession de Jackson et son assurance. Je veux dire, Michael Jackson a donné plus de 20 millions de dollars à la famille Chandler pour qu'elle se taise. Et ce montant énorme, confirmé par plusieurs médias et sources judiciaires, donne l'impression que Michael Jackson a voulu étouffer l'affaire, qu'il est coupable au fond, s'il refuse l'idée d'un procès. Il se justifiera plus tard en disant qu'il a seulement voulu éviter un procès interminable. Quelques mois plus tard, en septembre 1994, les procureurs du district de Santa Barbara et du district de Los Angeles admettent que leur enquête de 18 mois n'a pas permis de trouver de preuves incriminantes et que, sans la coopération de Jordan Chandler, ils ne peuvent pas engager de poursuites pénales contre Michael Jackson. À la fin du premier épisode, ceux qui l'ont écouté s'en souviennent, je vous ai dit qu'en parallèle de son rapprochement avec Jordan Chandler, Michael Jackson s'est également rapproché d'une femme, Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis Presley, de 10 ans de moins que lui. Leur relation ambiguë débute effectivement en 1993 et prend la forme de conversations téléphoniques quasi quotidiennes. Selon le célèbre biographe Randy Taraborelli, ce serait durant l'un de leurs coups de fil que Michael Jackson la demande en mariage, a priori début 1994, alors qu'elle est toujours officiellement mariée au musicien Danny Kaye, avec qui elle a 2 enfants, dont le dernier d'1 an à peine. Le temps de mener à bien son divorce avec Danny Kaye, Lisa Marie Presley, 26 ans, épouse Michael Jackson, 36 ans, le 26 mai 1994. Ils s'unissent lors d'une cérémonie secrète en République dominicaine. Aucun membre des familles Jackson ou Presley n'y assiste. Quelques semaines plus tard, Lisa Marie Presley publie un communiqué officiel dans lequel elle annonce leur mariage, déclare être très amoureuse de Michael et surtout affirme être prête à le soutenir contre ses détracteurs. L'Amérique est sous le choc. Personne ne les avait vus venir. Leur mariage est contesté de toutes parts dans les médias. Les gens se disent « Le King of Pop avec la fille du King, c'est pas un peu gros tout ça ?» La première choquée est la mère de Lisa Marie, Priscilla Presley, la veuve d'Elvis. Dans ses mémoires publiées en 2025, elle écrit avoir été consternée par la nouvelle, persuadée que Michael utilisait sa fille pour redorer son image au beau milieu de la tempête d'abus sexuels sur mineurs. Et qui n'aurait pas pensé comme elle?
Le 14 juin 1995, acculé par les critiques et les rumeurs, Michael Jackson et Lisa Marie Presley, mariés depuis moins d'1 an, acceptent une interview télévisée avec la journaliste Diane Sawyer sur la chaîne ABC. Ce face-à-face télévisé, où ils font tout pour légitimer leur amour suspect, deviendra l'un des moments médiatiques les plus marquants de l'époque. 60 millions d'Américains sont devant leur télé ce soir-là. Sur les images, ils sont côte à côte face à la présentatrice américaine. Michael a désormais le visage blanchâtre, ses yeux très noirs un peu exorbités et les cheveux lisses. Lisa Marie, elle, porte un tailleur veste et jupe bleu ciel. Diane Sawyer aborde très vite la question du mariage arrangé et, par extension, le contexte du mariage. Les réactions à ce mariage ont été très variées, allant de la stupéfaction à la joie, en passant par le soupçon que c'était en quelque sorte une trop grosse coïncidence. Lisa, est-ce que vous avez interrogé Michael au sujet des accusations ? Est-ce que vous avez discuté tous les deux de l'impact de ce mariage sur ces allégations ? Absolument pas. Il m'a appelé, je suis restée en contact avec lui tout au long de la procédure judiciaire. Lui avez-vous demandé « Est-ce que c'est vrai ?» Non, je ne lui ai pas demandé. Non, en fait, je ne lui ai pas demandé. Droit dans les yeux, la présentatrice pose ensuite à Michael la question que tout le monde attend. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles, caressé ou eu des contacts sexuels avec cet enfant ou tout autre enfant ? Pendant ces 10 secondes où elle pose la question, à ce moment précis, je vous invite à aller voir la tête de Michael Jackson sur les vidéos trouvables sur YouTube. Son regard est noir et presque vide en même temps. Mais il répond du tac au tac. Jamais, au grand jamais. Je ne pourrai jamais faire de mal à un enfant ni à qui que ce soit. Ce n'est pas dans ma nature. Ce n'est pas qui je suis. Et ce n'est pas mon genre, ça ne m'intéresse même pas. Au cours de l'interview, il nie aussi toute concordance entre la description de ses parties génitales faites par Jordan Chandler et les photos prises par la police. À côté de lui, Lisa Marie Presley le défend maladroitement à chaque question embarrassante posée par Diane Sawyer. En fait, elle n'a pas beaucoup d'arguments. Si l'émission fait un carton en audience, le résultat est plutôt désastreux pour le couple. Et en privé aussi, il se voue rapidement à l'échec. Lisa Marie Presley demande le divorce le 18 janvier 1996, moins de 2 ans après leur mariage. Des années plus tard, elle expliquera qu'elle ne supportait plus les addictions aux antalgiques de Michael Jackson et l'emprise de son entourage médical, qui lui rappelait la fin de vie de son père Elvis. Elle racontera aussi lui avoir posé un ultimatum, les drogues et les vampires ou moi, auquel elle n'a pas eu la réponse qu'elle attendait. Dans ses mémoires qui ont été publiés après sa mort en 2024, elle écrit qu'au début de leur relation, Michael était encore vierge, à 35 ans. Au moment où ils se séparent, le chanteur vient de sortir son album History, qui se vend massivement malgré les polémiques. Un titre notamment fait alors le tour du monde, You Are Not Alone. Dans le clip, on voit Michael et Lisa Marie se chuchoter des choses et s'embrasser à moitié nus. C'est peu après son divorce que surgit une autre femme dans la vie de Michael, du nom de Debbie Rowe. En réalité, elle ne surgit pas vraiment, car Michael l'a rencontrée dans le milieu des années 80 dans un cabinet médical. Cette grande blonde au regard doux et au look décontracté est en fait l'assistante de son dermatologue à Los Angeles. Elle a son âge, elle est complètement fan du chanteur, et au moment de leur divorce respectif, elle essaie d'être là pour lui. Des années plus tard, elle racontera qu'elle lui a simplement demandé « Qu'est-ce qui vous rend le plus triste ?» Ce à quoi il a répondu « Eh bien, je n'ai jamais eu d'enfant. » Dans l'une des rares interviews qu'elle a accordées en 2003 pour la chaîne Fox, elle dit que c'est elle qui lui a proposé de porter ses enfants. Je me souviens de cette conversation. Je lui ai dit « Laisse-moi m'en occuper ». Il m'a répondu « Tu ferais ça pour moi ?» Et j'ai dit « Oui, je le veux. Laisse-moi s'il te plaît m'en occuper. » Elle a aussi dit que Michael Jackson a réfléchi pendant 2 semaines avant d'accepter. Le journaliste américain Randall Sullivan, qui a publié la biographie Intouchable, la vie étrange et la mort tragique de Michael Jackson, décrypte les dessous de cette alliance pour le moins mystérieuse, à laquelle, encore une fois, personne ne croit à l'époque. Je suis absolument certain qu'il n'y a jamais eu de relation amoureuse, pour employer un euphémisme, entre Michael et Debbie Rowe.
Je ne pense pas qu'ils aient déjà dormi dans le même lit. Je ne pense pas qu'ils aient eu de rapports sexuels. Je ne pense pas qu'ils aient été, disons, ensemble dans ce sens-là. C'était une relation amicale, vous voyez, mais une amitié extrêmement déséquilibrée. L'un était extrêmement riche et célèbre, tandis que l'autre était totalement inconnu et sans un sou. Je veux dire, je suis sûr qu'elle avait des motivations financières pour faire tout ça. Mais en réalité, personne ne le sait. Debbie Rowe n'a, elle, en tout cas, jamais rien révélé. Ce qui est surprenant, c'est que quand elle tombe enceinte pour la première fois, en mars 1996, Michael Jackson est toujours officiellement marié à Lisa Marie Presley, même si elle a déjà demandé le divorce. On peut donc supposer que tout ça s'est organisé alors qu'il était encore en couple avec sa première femme, au point que plusieurs insiders ont dit que la fille d'Elvis Presley a vu en ses manigances une ultime trahison. La première grossesse de Debbie Rowe se conclut rapidement par une fausse couche. Pendant l'été 1996, quelques mois plus tard donc, elle annonce à Michael être de nouveau enceinte sur le tournage d'un de ses clips. L'histoire dit qu'il s'est mis à courir partout en hurlant de joie. Michael Jackson, 38 ans, épouse Debbie Rowe le 15 novembre 1996 lors d'une discrète cérémonie comptant seulement quelques personnes à Sydney, en Australie. Moins d'1 an après avoir divorcé de Lisa Marie, Michael Jackson, qui était déjà marié, remet ça. Michael Jackson est de nouveau marié. Il s'est marié aujourd'hui en Australie avec la femme qui attend son enfant. Prince Jackson naît le 13 février 1997. Durant ses premiers mois, il est pris en charge par une armada de 6 nounous et 6 infirmières logées avec lui à Neverland. À peine un an plus tard, le 3 avril 1998, naît sa sœur, Paris Jackson. On sait depuis que de nombreuses rumeurs ont mis en doute le fait que Michael Jackson soit le père biologique de ses enfants. Ces rumeurs disent que ce serait son dermatologue, Arnold Klein, l'employeur de Debbie Rowe, qui aurait donné son sperme. Ce qui est encore plus dingue, c'est que même si Debbie Rowe est mariée à Michael Jackson, même si elle a porté ses 2 enfants, elle affirme ne pas se considérer comme leur mère. Elle dit lors d'une interview à la Fox en 2003 « Mes enfants ne m'appellent pas maman parce que je ne veux pas qu'ils le fassent. Ce sont les enfants de Michael. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas mes enfants, mais je les ai eus parce que je voulais qu'ils deviennent pères. » Et en fait, au bout d'un moment, les gens ne relèvent plus. C'est évidemment super étrange et même flippant, mais c'est comme tout ce que fait Michael Jackson. Épuisé par la pression médiatique, le couple finit par divorcer en 2000. Michael Jackson a 42 ans, ses 2 enfants, 3 et 2 ans. Debbie Rowe renonce alors officiellement à tous ses droits parentaux. C'est donc Michael Jackson qui a la garde exclusive des enfants. Selon certains médias, comme le Los Angeles Times, Debbie Rowe aurait reçu une indemnisation de 8,5 millions de dollars. Pour d'autres, il s'agirait de 4 millions de dollars et d'une maison à Beverly Hills. Là encore, on ne saura jamais vraiment. Le 21 février 2002, 2 ans après son divorce avec Debbie Rowe, Michael Jackson accueille un 3e enfant. Il est présenté dans les médias comme né d'une mère porteuse par insémination artificielle, mère qui n'est pas Debbie Rowe et dont l'identité est confidentielle. Elle l'est d'ailleurs toujours. Le bébé, un garçon, se prénomme Blanquette. On s'en souvient bien car c'est lui, le visage caché par une couverture, que Michael Jackson brandit au photographe depuis le balcon du 5e étage de l'hôtel Adlon à Berlin, au-dessus du vide littéralement, alors que le bébé a seulement 9 mois. Le geste sera qualifié d'incompréhensible, de choquant et même de criminel, et fixera dans l'imaginaire ce que l'on a appelé le Balcony Baby. Cela dit, et ça transpire de nombreux témoignages, Michael Jackson aurait pourtant été un excellent père pour ses enfants. Le journaliste Randall Sullivan m'a dit ce qu'il savait. Une histoire qui m'a vraiment marqué, c'est quand il séjournait dans ce château en Irlande et qu'il s'amusait comme des fous. Mais qu'ensuite, il devait partir pour un autre château et que les enfants, comme tous les enfants, se sont précipités vers la limousine ou je ne sais quoi pour sauter dedans et partir vers la prochaine aventure. Et Michael a dit « Non, vous devez rentrer et je veux que vous le fassiez ». Il les a obligés à remercier personnellement et à dire au revoir à tout le personnel du château. Dans une interview donnée au magazine Rolling Stone en 2017, Paris Jackson se souvient de son enfance à Neverland. « On ne savait pas vraiment qui il était, dit-elle, mais il était notre monde, et nous étions le sien. Nous devions être sages,
Et si on ne l'était pas, on ne pouvait pas aller au cinéma ou au zoo. Elle dit aussi que son père lui a appris à cuisiner, surtout des plats traditionnels du sud des États-Unis. C'était un cuisinier hors pair. Son poulet frit est le meilleur du monde, dit-elle. Et c'est loin de l'image qu'on se fait de la superstar Michael Jackson à l'époque. Mais leur paradis se transforme bientôt en enfer. En cause, l'ombre des désormais vieilles accusations d'agression sexuelle qui planent de nouveau sur Michael Jackson. On est en 2003 et ça fait 10 ans que l'affaire Jordan Chandler a éclaté. Cette fois, c'est un documentaire qui remet le feu aux poudres. Il est intitulé Living with Michael Jackson et diffusé le 6 février 2003 sur la chaîne américaine ABC. Une grande partie du documentaire est consacrée à l'amitié qu'entretient la star avec un jeune patient atteint d'un cancer nommé Gavin Arvizo, âgé de 13 ans. Michael Jackson apparaît également sur les images. Des images où le jeune Gavin est à ses côtés, la tête posée sur son épaule, la main dans la sienne, les yeux dans le vide. Des images très déstabilisantes. Quand le présentateur demande à Michael Jackson de répondre à tous ces gens qui trouvent que dormir avec des enfants est inapproprié, la star répond « Je trouve ça dommage pour eux, car c'est juger quelqu'un qui veut vraiment aider les autres. Pourquoi ne pas partager son lit ? Il n'y a rien de plus attentionné que de partager son lit avec quelqu'un. » Comme on peut s'y attendre, le documentaire ravive tout de suite l'intérêt pour les accusations de 1993. Les gens sont choqués que Michael Jackson puisse encore faire tout ça en toute impunité, et le procureur de Santa Barbara décide de rouvrir l'enquête fermée à contre-cœur 10 ans plus tôt. En novembre 2003, 6 mois après la diffusion de l'émission, Gavin Arvizo affirme à la police que Jackson l'a agressé sexuellement à plusieurs reprises pendant le mois qui a suivi la diffusion du documentaire. Dans sa déclaration, il raconte que Michael leur a montré des films pornographiques à lui et à son frère, qu'il leur a donné de l'alcool qu'il leur présentait comme du jus de Jésus, et qu'il s'est masturbé à plusieurs reprises devant eux. Le 18 novembre, Michael Jackson est arrêté. Il est libéré une semaine plus tard après avoir payé une caution de 3 millions de dollars. Mais il ne va pas pouvoir s'échapper plus longtemps. Car les parents de Gavin s'opposent à tout accord à l'amiable. Ils ne veulent pas de son argent. Eux, ils veulent un procès. Et ils l'auront 2 ans plus tard, en juin 2005. La journaliste Diane Diamond en a couvert chaque minute et nous raconte. J'ai assisté à toutes les audiences du procès. Dès le début, il était évident que chaque jour où Michael Jackson faisait son entrée, c'était tout un spectacle. Il portait toujours un superbe costume, avec des épaulettes, des médaillons sur la poitrine, ainsi qu'un magnifique pantalon et des chaussures brillantes. Il faisait son entrée d'un pas assuré, comme s'il menait la danse, et était là uniquement pour proclamer son innocence jour après jour. Au tribunal, Michael Jackson reste assis, sans rien dire. En droit américain, un accusé a le droit de ne pas témoigner à son propre procès, et il ne montera jamais à la barre, préférant laisser ses avocats démolir la crédibilité de la famille Arvizo. Au fur et à mesure que le procès avançait, il a commencé à paraître plus fragile, il a commencé à paraître lent. Franchement, il a commencé à donner l'impression d'être sous l'effet d'un tranquillisant quelconque. Le jour où Gavin Arvizo a témoigné, Michael Jackson ne s'est pas présenté au tribunal. L'avocat de Jackson s'est levé et a dit « Votre honneur, je suis désolé, je viens d'apprendre qu'il est à l'hôpital. Il est allé à l'hôpital pour un problème de dos. » Et le juge a répondu « Si votre client n'est pas là dans 1 heure, je vais délivrer un mandat d'arrêt pour le faire venir ici. » Eh bien, Michael Jackson s'est présenté en pyjama, sa perruque à moitié tombée de la tête et le blazer de quelqu'un d'autre jeté sur les épaules. Je vous raconte cette histoire parce que ce soir-là, dans les journaux télévisés et dans les journaux, tout le monde parlait de l'allure débraillée du pauvre Michael Jackson. Il venait de l'hôpital, mais s'était précipité au tribunal et cela a éclipsé le témoignage de Gavin Arvizo. Cette journée est restée dans les mémoires comme le Pyjama Drama Day, plutôt que comme le jour où Gavin Arvizo a commencé à témoigner. Très vite, les avocats de la star font venir d'autres jeunes adolescents à la barre qui affirment, eux, que Michael Jackson ne leur a jamais rien fait. Il y a d'abord Wade Robson, qui était déjà venu témoigner en 1993, mais là, il a 21 ans, puis James Safechuck, qui a 19 ans. Parmi eux, il y a aussi Macaulay Culkin, ce dernier qualifiant d'absolument ridicule les allégations selon lesquelles il aurait été victime d'abus sexuels de la part du chanteur.
Encore une fois, tout le clan Jackson est derrière la star. Même LaToya, qui l'accusait pourtant de pédophilie 10 ans plus tôt. Le 14 juin 2005, après 7 jours de délibération et 32 heures de débat, le jury rend son verdict sans appel, non coupable. Autrement dit, les jurés n'ont pas été convaincus au-delà de tout doute raisonnable, comme on dit aux États-Unis, par sa culpabilité. Acquitté le 13 juin 2005, Michael Jackson, 47 ans, quitte les États-Unis et va vivre dans un retrait total pendant 1 an et demi. Il fait d'abord étape au Bahreïn, où il est accueilli par le fils du roi qui, dit-on, aurait pris en charge une partie des frais du procès. Puis il s'installe pendant 6 mois en Irlande, isolé à la campagne avec ses 3 enfants. Ce n'est que fin 2006 qu'il rentre à Los Angeles, où il retrouve une résidence dans le quartier huppé de Bel Air. Il n'est jamais retourné à Neverland après le procès. Musicalement, il est dans l'impasse. Son dernier album studio, Invincible, est sorti en 2001. Depuis, plus rien. Pas de nouvel album, pas de tournée. À presque 50 ans, le roi de la pop n'a plus de projet et une réputation en lambeaux. Car quand il revient aux États-Unis, les gens n'ont pas oublié. Michael Jackson n'est pas cancel au sens moderne du terme, mais son image est profondément dégradée dans le cœur des Américains. Seuls les Européens continuent à acheter ses albums. J'ai demandé pourquoi au sociologue des médias, Jamil Dakhlia. En Europe, il y avait encore, je dirais, l'inertie de sa popularité qui jouait et les échos de ces agressions sexuelles arrivaient de très loin par les médias traditionnels lorsqu'ils acceptaient d'en parler, parce que c'était quand même un sujet people. On avait connaissance de procès qui étaient intentés contre lui, mais il ne faut pas oublier qu'on avait l'écho de ce qui s'était produit en 1993, mais la famille de l'enfant concerné a obtenu un accord financier. Donc, lorsqu'on entend ça de loin, on se dit, bon, c'était peut-être des accusations infondées, ou en tout cas, ils se sont bien arrangés au final, donc c'est peut-être pas si grave. Ce qu'il est important de dire, c'est qu'à ce moment-là, Michael Jackson manque d'argent. Ce qui peut paraître dingue. Dans les années 80, avec ses albums Thriller et Bad, il a certes acquis une fortune. Fortune avec laquelle il a même racheté le catalogue des Beatles pour 47 millions de dollars. Mais à partir de 1993 et des premières accusations en gros, tout change. Il paie très cher le premier accord amiable avec la famille Chandler déjà, 20 millions si vous vous souvenez. Et puis ses ventes de disques baissent, ses tournées se font plus rares, et en même temps il vit comme si le robinet n'allait jamais se fermer. Du coup, il multiplie les prêts, souvent à des taux d'intérêt délirants, et finit par accumuler plusieurs centaines de millions de dettes, au point de devoir hypothéquer puis céder des parts de son catalogue, y compris celui des Beatles. Et au milieu des années 2000, en fait, il est acculé. Le 5 mars 2009, Michael Jackson annonce une série de concerts baptisés This Is It à Londres. À ce moment-là, il n'a pas mis les pieds sur scène depuis 2001. Il vend ça comme son grand retour sur scène, ce qui est vrai. Mais il a surtout terriblement besoin de cet argent. D'après le biographe britannique Ellis Cashmore, à l'époque, Michael Jackson est toujours accro aux antidouleurs, il n'a jamais arrêté. Et il va selon lui augmenter la dose pour tenir le coup. Il s'est donc trouvé un médecin complaisant, Conrad Murray. Et il a trouvé le moyen de le faire. Je vais m'arrêter un instant et dire dormir. Car je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un sommeil réparateur, au sens où nous l'entendons. Puisqu'il lui a administré un anesthésiant. Il le lui a administré par voie intraveineuse. C'est donc ainsi que Michael dormait. Ce n'est pas comme vous et moi qui prenons parfois un somnifère pour nous remettre du décalage horaire. Ce type recevait une perfusion tous les soirs pour s'endormir. Et ce n'était pas forcément un sommeil bénéfique. C'était juste comme le plonger dans une sorte de torpeur. Le 25 juin 2009, très tôt dans la matinée, il reçoit la perfusion de trop. Il ne s'en réveille pas. Après avoir été transporté à l'hôpital UCLA de Los Angeles, il est déclaré mort à 14h26 le même jour, à 50 ans. 2 mois plus tard, les résultats de l'autopsie révèlent qu'il est décédé d'une intoxication aiguë au propofol, un anesthésiant. L'autopsie révélera aussi que son corps portait la trace de multiples opérations de chirurgie esthétique, notamment au visage, et que ses hanches, ses cuisses et ses épaules étaient couvertes de marques de piqûres.
Mais le jour où on apprend sa mort, le 25 juin, le monde entier pleure cette star hors norme. Un seul titre ce soir à la une de votre journal, la mort de Michael Jackson. La star planétaire s'est éteinte hier. Il a succombé à un arrêt cardiaque dans sa maison de Los Angeles. Je me souviens précisément du jour où la nouvelle est tombée. Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai grandi avec lui. Ce jour-là, sa musique a envahi les radios, les télés, les open space. On pleurait le génie. Et avec du recul, je me souviens que personne ne pensait aux prédateurs d'enfants. Jamil Daklia. Ce qui se passe lorsqu'un personnage public décède, c'est qu'il y a un premier temps systématique qui est le temps de l'hommage. Alors, selon les agissements de la personne concernée, cet hommage dure plus ou moins longtemps. Bon, ce qui se passe pour Michael Jackson, c'est qu'indéniablement, sa musique, elle a marqué 4 décennies. Donc tout ça est très marquant et ça peut expliquer que dans un premier temps, il y ait une suspension du jugement, c'est-à-dire qu'une partie de nous-mêmes nous dit attention, il y a des indices, il y a des soupçons, tout ça est cohérent, enfin se recoupe, etc. Mais une autre partie nous dit mais c'est un artiste extraordinaire, c'est des chansons qui ont bercé ma vie et donc ça altère notre jugement. Donc voilà, il y a une sorte d'aveuglement qui peut s'expliquer par des raisons psychologiques ou de psychologie sociale, d'une certaine façon. 2 ans après la mort de Michael Jackson, le docteur Conrad Murray est condamné à 4 ans de prison pour homicide involontaire. Il sera libéré 2 ans avant la fin de sa peine grâce à sa bonne conduite. Et la folle histoire de Michael Jackson aurait pu s'arrêter là, avec sa part de lumière et d'ombre. Mais elle va continuer. En mai 2013, Wade Robson, vous savez, l'un des enfants qu'il a ardemment défendu en 1993 et en 2005, ce Wade Robson, qui a alors 30 ans, dépose une plainte contre Michael Jackson en affirmant que la star l'a abusé sexuellement entre ses 7 et ses 14 ans. Pour lui, c'est un burn-out puis la naissance de son fils qui ont tout fait basculer. Wade Robson, qui est devenu un chorégraphe renommé en Californie, commence alors à reconsidérer ce qu'il a vécu enfant avec Michael Jackson et entame une thérapie. C'est là, dit-il, qu'il comprend pour la première fois que ce qu'il prenait pour de l'amour n'en était pas. Il choisit de parler pour la première fois publiquement sur le plateau de l'émission Today. Il y explique notamment comment Michael Jackson l'a toujours maintenu dans le silence. Il me disait à l'époque que si quelqu'un venait à penser que nous avions fait ces choses, n'importe laquelle de ces choses à caractère sexuel, nous irions tous les 2 en prison. Dans le documentaire explosif intitulé Living Neverland, sorti 6 ans plus tard, il raconte face caméra. Dès la première ou la deuxième nuit où Michael et moi nous sommes retrouvés seuls à Neverland, les choses ont commencé à changer. Michael a commencé à me toucher les jambes, à me toucher l'entrejambe par-dessus le pantalon. Et puis ça a continué à partir de là. Il me prenait la main et me faisait faire la même chose, tu sais, sur son entrejambe, par-dessus son pantalon. Puis ça a évolué jusqu'à ce qu'il me fasse une fellation, qu'il me montre comment lui en faire une, qu'il me montre comment l'embrasser avec la langue et lui caresser les tétons. Mais sa plainte est rejetée. Wade Robson a 30 ans en 2013 et il a dépassé le délai légal. Car la loi californienne de l'époque impose aux victimes d'abus sexuels pendant l'enfance de porter plainte avant leurs 26 ans. Reste que tout ça n'est pas vain. 1 an plus tard, en 2014, un autre homme porte lui aussi plainte contre Michael Jackson pour agression sexuelle. C'est James Safechuck, l'autre garçon qui avait défendu la star dans le procès de 2005. Dans sa plainte, il affirme avoir été abusé une centaine de fois entre 1988 et 1992, à partir de ses 10 ans, notamment lors du tournage d'une publicité Pepsi avec Michael Jackson. Lui aussi raconte, aux côtés de Wade Robson, dans le documentaire Living Neverland en 2019. On a organisé une fausse cérémonie de mariage. On l'a fait dans sa chambre et on a, en quelque sorte, rédigé des vœux. C'était comme si on était liés pour toujours. Les 2 hommes se souviennent de Neverland comme d'une prison dorée, remplie de personnel qui semblait ne rien voir. À Neverland, je crois qu'ils nous tenaient à l'écart, ou plutôt qu'ils me tenaient à l'écart des femmes de ménage. Donc quand elles passaient par là, on essayait en quelque sorte de s'éloigner. C'était justement ça, c'est quelque chose dont je me souviens depuis le début. Michael disait toujours «
ne parler à aucun membre du personnel. Mais pour revenir à la plainte de James Safechuck, elle est rejetée elle aussi. En 2014, il a 36 ans et il est lui aussi au-dessus de l'âge légal. La diffusion de Leaving Neverland en 2019 marque un vrai tournant dans l'opinion. Pour beaucoup, c'est le moment où le doute devient impossible à tenir à distance. En 2023, 3 juges de la Cour d'appel de Californie décident de relancer les poursuites de Wade Robson et James Safechuck. Ils s'appuient sur une nouvelle loi qui prolonge les délais de prescription pour les victimes d'abus sexuels subis dans l'enfance, même pour des faits datant de plusieurs décennies. Les poursuites ne visent pas la succession de Michael Jackson au sens large, mais spécifiquement ces 2 sociétés de production, MJJ Productions et MJJ Ventures, dont les plaignants estiment qu'elles auraient dû protéger les enfants qui gravitaient autour de lui. Le procès, il est prévu pour novembre 2026. Comment tout cela a-t-il pu se produire ? Comment a-t-on pu ne pas voir ? Comment les familles ont mis tant de temps à réagir ? C'est la question que je posais en début d'épisode et à laquelle, peut-être, le procès nous aidera à répondre 20 ans après les premières accusations. En attendant, on peut déjà mettre 2 choses en perspective. La première, c'est le poids de la célébrité, encore plus dans les années 90 et 2000 qu'aujourd'hui. Pour Jamil Dakhlia, c'est clairement l'une des raisons de notre aveuglement envers les agissements de Michael Jackson. Le fait que l'ensemble de la société soit resté aveugle en fait envers les agissements de Michael Jackson et sa possible pédophilie, ça s'explique justement par le poids de la célébrité dans notre société aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on est une célébrité, on est d'une certaine manière au-dessus des lois. Enfin, en tout cas, on est de l'ordre de l'exceptionnel. Et Michael Jackson incarnait parfaitement cela, c'est-à-dire une excentricité qui était commentée en permanence. Et ça a joué aussi dans la manière dont les familles des victimes ont réagi. C'est-à-dire qu'elles étaient dans une société où tout était pardonné, où tout était permis à une personne célèbre. D'un autre côté, il y a aussi la parole des enfants, qui n'était pas aussi sérieusement considérée qu'aujourd'hui dans les années 90 et 2000, et qui a été grandement minimisée. Martine Delvaux est essayiste et professeure de littérature à l'Université du Québec. Elle est l'auteure de l'ouvrage Boys Club. Elle déplore cette époque où finalement, on ne savait pas accueillir les plaintes d'enfants. On les tasse un peu sous prétexte d'une forme de panique. C'est-à-dire que là va apparaître ce qu'on appelle le false memory syndrome. On va accuser les enfants d'inventer ou d'être instrumentalisés par des adultes autour d'eux et donc de propager des faux souvenirs, une fausse mémoire de l'abus sexuel. C'est dans ce contexte-là, en fait, que Michael Jackson se trouve. Donc, d'une part, c'est une vedette immense à qui on ne fera jamais rien parce que les moyens autour de lui sont incommensurables, donc il est bétonné de partout, mais en plus, socialement, on est sur un terrain qui est quand même assez mouvant. C'est pas si évident pour les gens. Il y a vraiment un moment où on dit, bon, mais il y a trop de cas d'abus sexuels, c'est impossible, ça se peut pas. Alors que quand on regarde les statistiques aujourd'hui, c'est quand même, en fait, ce que j'ai trouvé de plus récent en 2022, c'est 1 fille sur 4 et c'est un garçon sur 13. C'est énorme. En Europe, on est quand même sur 1 enfant sur 5. Donc, l'abus sexuel fait aux enfants c'est pas mieux aujourd'hui, là. C'est un sujet qui est extrêmement complexe et le déni culturel, il est très, très lourd. Reste qu'aujourd'hui, Michael Jackson est mort. Ce n'est donc pas lui qui sera jugé lors du procès en novembre 2026. Ce sont ses sociétés de production. Et donc on pourrait croire que ce procès a moins d'importance, parce qu'au final, il ne paiera jamais pour ses actes s'il les a commis. Mais en fait, ce procès sera quand même capital. Parce qu'il va poser d'autres interrogations essentielles, et notamment celle-ci, s'il a bel et bien commis toutes ces agressions dont on l'accuse, plus d'une centaine, est-ce aussi parce que les gens qui savaient n'ont rien dit ? Qui sont les gens qui étaient au courant ? Qui le protégeait ? Qui le protège encore aujourd'hui ?
Je suis Marion Galli-Ramuno et vous venez d'écouter le 5e épisode de cette saison de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Fanny Sauveplane a été chargée d'enquête. Violaine Charvet a apporté son aide à la production. Louis Chabin a fait la prise de son, la réalisation et le mix de cet épisode. Les musiques sont de Jean Thévenin et Thomas Rosès. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale. Et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires et surtout vous abonner à Scandale si ce n'est pas déjà fait. On revient donc dans 2 semaines pour la suite de notre mini-série Fell in Love with a Frenchie, consacrée à ces histoires d'amour improbables entre des stars américaines et des anonymes français. Au programme du prochain épisode, Scarlett Johansson et Romain Dauriac.